Bienvenue dans Les Voix du terrain, le podcast qui donne la parole aux professionnels passionnés du bâtiment. Au fil de ces échanges, vous découvrirez leur parcours, prendrez connaissance des défis qu'ils et elles rencontrent en tant qu'entrepreneurs et dirigeants, ainsi que la philosophie qui guide chacun de leurs projets. C'est parti pour une nouvelle immersion inspirante dans les coulisses du bâtiment. Et pour commencer, Margot, est-ce que vous pouvez nous présenter Atelier OCTA en quelques mots? Et vous, quel est votre rôle au Coctedia? Donc, déjà, merci Séverine parce que, alors, de représenter la jante féminine en architecture, ça me fait très plaisir parce qu'effectivement, on remarque bien, surtout sur le terrain, sur les chantiers, qu'on est sous-représenté. Et d'autant plus, voilà, parler d'architecture en général, c'est toujours un plaisir, c'est des métiers passion. Atelier Octa, moi, je l'ai créé il y a 10 ans déjà, quand je sortais de l'école d'architecture intérieure. D'accord. Donc, je suis issue d'une formation privée dans une école sur Lyon en 5 ans, où on a appris effectivement toute la partie conception, mais aussi la partie suivi de travaux, maîtrise d'œuvre. Mais malgré le fait que pour moi, c'est la rénovation qui me booste et sur laquelle j'ai envie de faire toute ma carrière, malgré tout, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans cette première formation, un regard un petit peu différent, une autre échelle aussi, et puis évoquer un petit peu aussi, l'urbain, notre place aussi en tant qu'architecte, dans la ville. Donc c'est pour ça que j'ai repris une formation, cette fois à l'école d'architecture. D'accord. Donc il a, maintenant enfin j'ai été diplômée il y a 2 ans, donc ça fait 7 ans parce que c'était rebelote 5 ans. Donc c'était une, formation professionnelle continue. Donc en fait, j'ai continué mon entreprise et puis je retournais à l'école donc les vendredis et samedis. Donc c'était, une nouvelle, très belle expérience où du coup, en plus des cours d'archi, j'ai pu rencontrer des professionnels du bâtiment, tout confondu. C'est-à-dire qu'il y avait pas que des personnes issues de l'architecture directement, mais il y avait aussi, les entreprises de travaux, des maçons, des maîtres d'œuvre. Donc c'était vraiment très, très enrichissant et voilà, donc ça a permis à Atelier Octa effectivement de bifurquer sur, toujours en rénovation, mais en tout cas sur des projets, notamment des appels à projets publics et puis aussi des rencontres qui m'ont fait évoluer la société. Bien sûr, bien sûr. J'imagine la gymnastique entre, gérer sa société et le week-end aller à l'université ou suivre les cours, chapeau, c'est pas facile de manager les 2, surtout sur cette durée-là. Et alors vous, Marthe, quel est votre rôle, votre fonction à Atelier Octa? Donc moi, aujourd'hui, je suis donc gérante. Pendant 5 ans, j'ai été, co-gérante parce je me suis associée avec, donc Perrine Patinier qui, à l'époque, était aussi issue de la formation, d'architecture intérieure. Elle a vogué vers d'autres horizons. Donc du coup, aujourd'hui, je suis la seule, gérante de l'atelier Octa et aujourd'hui, tout comme, les autres collaboratrices qui travaillent avec moi, c'est-à-dire qu'on gère chacune nos projets. Donc en phase conception et en phase suivi de travaux. On aime bien, toujours, fusionner un peu les idées sur les phases préalables, mais c'est vrai qu'après, on n'a qu'un seul interlocuteur, pour le client et donc du coup, on gère, chacune, nos projets. On est, majoritairement avec des clients particuliers parce qu'on fait beaucoup de rénovation d'habitats, D'accord. mais aussi de restaurants, de boutiques, on fait et de la rénovation complète ou alors aussi des surélévations et des extensions. Mais c'est vrai qu'on a à cœur, d'avoir un lien assez, intime, particulier avec, les gens avec qui on travaille et donc c'est pour ça que, voilà, travailler avec des particuliers, c'est Bien, bien. bien, ça s'entend, ça s'entend. D'où vient le nom, Octa, Atelier Octa? Ouais. Alors ça vient de octaèdre. D'accord. Donc, la forme géométrique en En volume volume. et en fait, l'idée, c'est Donc c'est en volume. l'octogone, Ouais, mais en volume, c'est ça? D'accord. absolument. Ouais. L'octogone, qui est la forme effectivement en 2D et l'octaèdre qui est la forme en 3 dimensions pour montrer que malgré la simplicité qu'on peut peut-être voir en 2 dimensions, c'est quand ça devient en volume que, voilà, on peut apprécier toute la complexité, de l'idée, de la forme, du volume, de la lumière. Très bien, très bien. Alors, on nous avait dit, Margot, au début, que le métier d'architecte, c'est un métier passion, que maintenant vous alliez les deux, architecte d'intérieur, rénovation. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans ce métier, ou je devrais peut-être plutôt dire ces métiers? Oui, alors ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment, avoir l'impression qu'à notre petite échelle, on arrive un petit peu à
changer le monde, si je puis dire. Bien que ça, c'est notre ambition, mais c'est évidemment pas forcément le cas. Mais voilà, à notre échelle, on essaye, voilà, dans la conception, dans l'utilisation de matériaux biosourcés, dans l'utilisation, nous, on est très engagés sur le réemploi. Octa est membre d'un collectif, enfin, je suis membre d'un collectif, mais Octa aussi, du coup, de réemploi, qui s'appelle Ressources. Et dans ce cadre-là, on essaye vraiment de porter des valeurs et des messages dans chacune de nos réalisations, que ce soit sur le biosourcé, bah, évidemment pour toute, l'écologie et l'impact que ça comprend évidemment, et le réemploi, pour, la démarche, presque, logique pour nous de savoir, bah, réemployer des choses qui sont déjà là, plutôt que, voilà, de partir dans la consommation, de la surconsommation de matières, de matériaux et de Mmh. ressources. Voilà, c'est vraiment ce métier-là, ça, c'est ce qui nous anime, et après ce qui nous drive au quotidien, c'est le fait, voilà, le matin de discuter avec nos clients particuliers, l'après-midi de traiter avec des communes, parfois, voilà, des élus pour, des projets peut-être un peu plus importants, et puis le soir, sur le chantier avec les entreprises. Enfin, voilà, c'est toute cette émulation de personnes qui viennent d'horizons, tellement différents et qui arrivent à se retrouver, au sein du même projet pour, les mêmes buts, souvent. Mmh. Très bien, ça s'entend, une grande, variété. Justement, vous avez juste parlé de chantier. Est-ce qu'il y a un chantier récemment dont vous êtes particulièrement fier, ou qui vous a particulièrement marqué, que ce soit par, le contexte ou alors les enjeux? Là, vous nous parliez d'élus, de communes, ou alors un résultat qui a dépassé vos attentes, mais quelque chose qui vous a marqué il y a ces derniers temps? Il y a un projet qui a un peu effectivement, fait basculer, Atelier Octa, justement comme je vous disais dans les valeurs qu'on porte et cetera. C'est, le projet du Velcro à Lyon. Donc c'est en fait, c'était un ancien bâtiment, donc qui appartient à la ville, qui est sur les quais du Général Sarrail, donc à Lyon 6. En fait, c'était un bâtiment, assez controversé puisque c'était un bar à champagne, où les personnes se retrouvaient pour les nuits D'accord. endiablées, et en fait, ce bâtiment est complètement à l'abandon. Pourtant, c'est un bâtiment historique qui était, vraiment avec, une valeur patrimoniale importante. Donc on l'a rénové avec, du coup 2 maîtrises d'ouvrage. Donc en fait, c'était un binôme, 2 exploitants qui se sont réunis, donc un bar et un atelier de Mmh. vélo, pour recréer du coup, au sein de ce bâtiment, voilà, un espace, multifonction. Et ce qui a vraiment, été assez novateur pour nous, bah, c'était justement cette démarche de réemploi qu'on a essayé de pousser vraiment à fond. C'est-à-dire, de la démolition, on a fait la démolition à vélo, c'est-à-dire que tous les gravats ont été évacués à vélo. Waouh! Vous avez eu combien de tonnes à évacuer à vélo ou combien d'allers-retours? On a beaucoup. Combien Ah ouais. d'allers-retours? Faudrait redemander à Tout en vélo, qui était du coup la société qui a fait les allers-retours. Mais c'était énorme, c'était énorme. Ils faisaient des allers-retours. Ouais, c'était assez monstrueux. Et puis après, bah, toute, la construction du projet, déjà avec, bah, ces deux exploitants qui étaient très engagés aussi socialement. Donc ça a été, des super beaux échanges. Et puis, bah, la démarche de réemploi, ou sur des habillages, par exemple, de plafonds, de murs, où on a réemployé, des chemins de câbles électriques. Toute la démarche d'habillage de bar, où on a refait du parquet Mmh. réemployé. Voilà, dans chaque petit élément, on essayait au maximum, et je pense que ça se voit à la fin. Donc c'est, l'objectif forcément dans le réemploi, pour l'instant, c'est que ça soit assez visible parce que c'est une démarche un petit peu, Ouais. politique, Mmh. bref, presque. Mais à terme, c'est vrai que l'objectif, c'est pas forcément que ça se voit toujours. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on avait envie de porter un message. Donc c'est vrai que ça a été un chantier, assez particulier, Très pour nous. Et c'était quand ça? Et ça a ouvert en Ah, 2024, c'est récent. donc l'année dernière. Ouais, ouais, fin 2023, début 2024. Et le chantier a duré combien de temps? Le chantier a duré 6 mois. Voilà, ce qui a été, aussi un challenge parce qu'il y avait quand même pas mal, de rebondissements, donc Je peux imaginer. faut projet. En parlant de challenge, et merci pour la transition, Margot. Et au quotidien, vous, quels sont les principaux challenges que vous rencontrez? Est-ce que c'est le recrutement? C'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup, dans ce secteur d'activité qui est l'architecture, la rénovation, la construction. Est-ce que c'est les délais? Est-ce que c'est la relation client? Ou alors est-ce que c'est peut-être totalement autre chose pour vous, d'autres challenges? Les principaux challenges, c'est, selon moi, c'est effectivement les délais. C'est un vrai sujet parce qu'on essaye,
toujours de les raccourcir, des fois en dépit, de la qualité, ou même, d'une réflexion un peu plus poussée sur le projet. Et ça, vous les raccourcissez parce que c'est une demande des clients d'être toujours de plus en plus rapide? Alors demande des clients, mais des fois pas que, D'accord. enfin c'est tout un écosystème en fait. Parce que les clients, ils sont poussés aussi par d'autres contraintes, si c'est dans des restaurants, il y a d'autres, contraintes aussi. Quand c'est avec des élus, bah, il y a d'autres contraintes Mmh. aussi. Enfin, D'accord. c'est vraiment tout un environnement qui est un peu global, donc il y a pas «la faute» entre guillemets sur, les uns ou sur les autres. C'est vraiment, très complexe, mais effectivement, les délais, c'est vraiment ce que je ressens comme la principale, contrainte ou en tout cas le principal challenge parce qu'effectivement, on essaie de se battre contre ça assez régulièrement parce qu'on sait que, bah, forcément toute chose a besoin d'un certain temps pour, bah, les idées pour mûrir, les projets pour se construire. Donc c'est vrai que c'est toujours une petite bataille pour négocier, en fait. Et puis le deuxième challenge, je pense que c'est aussi, la passation, en fait, aux entreprises parce qu'entre la partie conception où on imagine, on passe du temps avec les clients pour, penser un projet et le moment où on transmet aux entreprises, cette transmission, elle est vraiment, super importante parce que les entreprises ont aussi besoin de savoir toute l'histoire du projet et des fois, on oublie un peu de leur raconter et c'est vrai quand on raconte pas le projet, soit, bah, ils ont pas la motivation parce qu'ils ont pas l'histoire et donc des fois, bah, ça fait un peu capoter aussi, l'ambition. Hem, Par exemple, si je reviens sur le velcro, bah, typiquement, si on n'avait pas raconté l'ambition aux entreprises, si les entreprises n'avaient pas joué le jeu non plus, ça n'aurait jamais marché. Donc c'est aussi grâce à elles que, bah, les idées ont pu, prendre forme. Donc ça, c'est un vrai challenge aussi parce qu'il faut vraiment que cette transition se passe du mieux possible pour que ça fonctionne Mmh. pour tout le monde. Très bien, on a entendu ces 2 principaux challenges et justement par rapport à ça, est-ce que, vous avez déjà mis en place des méthodes, des solutions ou des outils qui vous aident à surmonter, bah, par exemple, la question des délais ou, qui vous facilitent, on va dire, le storytelling, l'histoire du projet à raconter aux entreprises? Oui, nous, on travaille beaucoup là-dessus, et d'ailleurs pour la petite anecdote, dans mon mémoire de fin d'études, en école d'archi, j'avais fait mon mémoire justement sur cette relation avec les clients, sur les outils à mettre Oh en place. super! Ouais, donc c'est un sujet qui me porte beaucoup. Le premier outil, mais qui n'est pas du tout un outil pragmatique, mais c'est pour moi, c'est la C'est convivialité. l'humain. La C'est l'humain. C'était la conclusion que j'avais réussi à faire, après tant de mois de réflexion. C'est qu'en fait, voilà, il faut savoir, prendre le temps, de moments qui sont, ni dans la conception, ni dans la fabrication du projet, mais qui sont justement sur, toute l'histoire qu'on va raconter et dont on va se souvenir après le projet avec les clients. Donc effectivement, c'est des moments avec les clients, avec les entreprises, avant, après, où on sort un petit peu juste du cadre dans lequel on nous a fixés pour essayer, bah, de mieux connaître nos clients, nous, de mieux raconter l'histoire, et qu'effectivement que les relations sociales entre tous les intervenants se passent du mieux possible parce que c'est ce qui fait souvent un projet réussi. Et après beaucoup plus pragmatique, bah, des outils comme effectivement collaboratifs. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez facile, mais voilà, nous on travaille qu'avec des outils partagés, D'accord. pour, avoir le plus de transparence possible dans nos dans nos diffusions de documents. Mmh. Donc c'est des outils en ligne, les clients peuvent y accéder à n'importe quel moment, les entreprises peuvent commenter sur les éléments aussi. Transparence totale. Voilà. Justement, ces outils partagés m'amènent à vous poser la question du digital. On sait que, voilà, le métier d'architecte a vécu déjà une révolution de passer du papier. Maintenant, on a tous les systèmes, les outils digitaux, que ce soit les suivis de chantier, les CRM et puis je vais pas parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous, déjà, vous les utilisez? À ces outils digitaux et si oui, est-ce qu'ils ont changé votre manière de travailler? Par exemple, est-ce qu'ils vous ont fait gagner du temps ou ils vous apportent de la valeur ou alors vous les utilisez pas ou c'est juste comme, une ressource secondaire pour vérifier peut-être des points, que vous avez déjà travaillé en interne? Alors, nous, on est plutôt assez «connectés» entre guillemets, donc effectivement, on utilise beaucoup les outils digitaux. Je pense que c'est aussi une question de génération, hein. C'est vrai qu'on a appris, à faire tout à la main, mais
l'informatique est vite arrivée dans notre formation et dans nos vies professionnelles. Donc oui, on utilise beaucoup les outils digitaux, les applications, tout ce qui peut nous rendre les choses plus faciles. Et je pense que malgré tout, c'est quand même une évolution positive. Effectivement, je parlerai pas de l'IA parce que c'est un autre débat que nous, on n'utilise pas D'accord. aujourd'hui. Je dis pas que ce sera jamais le cas et je pense pas que ça soit un outil, forcément nocif. Je pense qu'un jour, on s'en servira pour automatiser des tâches, qui sont pas forcément à haute plus-value et c'est là où, encore une fois, les valeurs sociales sont importantes parce que quand on met l'humain au centre de tout, le digital peut toujours nous aider à gagner du temps, mais il va jamais prendre le pas sur les choses les plus importantes. Donc je pense que le débat est pas tellement de savoir si on les utilise ou si c'est utile pour l'instant. Mmh. Bon, voilà. Mais effectivement, je pense que derrière tout outil, il faut savoir l'utiliser correctement et à bon escient. Nous, c'est pas parce qu'on utilise beaucoup les outils digitaux qu'on n'aime pas régulièrement travailler sur un croquis, un dessin à la main, et qui effectivement est beaucoup plus simple que de commencer à monter des 3D sur des logiciels et cetera. Donc en fait, on cette flexibilité, la gymnastique, de faire des 2 et c'est ce qui nous convient très bien. Mais non, on n'est pas contre, le digital, pas du tout. Très bien, très bien. Non, 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 j'entends. C'est, super, gymnastique, comme vous dites, de jongler entre, le papier, le manuel et on va dire, oui, le digital. Et si on passe maintenant justement à la partie client, c'était aussi un sujet de vos études. Est-ce que vous avez remarqué ou est-ce que vous avez perçu une évolution dans l'attente de vos clients? Que ce soit, ben, justement peut-être plus de personnalisation ou alors vous nous avez parlé de justement, de la réutilisation, des ressources, peut-être des demandes plus écologiques. Bon, il y a bien sûr les demandes budget, mais des évolutions dans leur attente. Oui, alors je sais pas si c'est nous qui incitons ces évolutions. Est-ce que les clients nous contactent parce que nous, on entame des choses ou si c'est l'inverse? Voilà. Qui, en fait, influence qui? Mais j'ai envie de dire peu importe, mais effectivement le côté, écologique, est une demande qui maintenant en fait est indiscutable. Enfin, c'est-à-dire que Mmh. c'est clairement exprimé par les clients aussi parce que, bah, il y a les normes, qui ont suivi et qui nous obligent à certaines choses et tant mieux. Donc mais c'est vrai que c'est une demande client de plus en plus forte. Le biosourcé, l'écologie, mais aussi j'ai envie de dire des fois la frugalité dans le projet, c'est-à-dire faire simple. Mmh. Nous, nos clients ont pas envie, d'une maintenance, particulièrement compliquée. Ils ont envie d'avoir des espaces faciles à vivre, faciles à entretenir. Ils ont besoin de comprendre, en fait, ce qui se passe dans leur projet. S'il y a des systèmes un peu, ultra technologiques, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui les attire au départ. Donc c'est vrai quand on arrive à se proposer des solutions simples, heu, faciles à entretenir et puis presque assez sobres, c'est vrai que c'est des demandes qui sont de plus en plus importantes et D'accord. puis après le réemploi, mais aussi parce que je pense qu'on communique dessus. Mais c'est vrai que de plus en plus, les clients viennent nous voir presque pour ça ou en tout cas, grâce à cette démarche, pour laquelle on essaye de se battre un peu tous les jours. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Je sais Tout pas à fait. après qui, mais en tout cas, Mmh. c'est chouette. En tout cas, on comprend bien la mécanique, la dynamique. On comprend bien. Alors, on sait aussi que, ben, voilà, le domaine de architecture d'intérieur, innovation est hyper concurrentiel. Comment vous arrivez à rendre Atelier Octa, compétitif? Comment vous vous démarquez? Ouais, je me suis jamais posé la question en fait. Parce qu'en fait, Voilà. je suis d'accord avec vous que c'est un milieu concurrentiel et en même temps, je suis pas sûre que ce soit un milieu très compétitif parce que justement, alors c'est peut-être mon point de vue, mais comme c'est un domaine où, bah, l'humain reste quand même primordial, on fait appel à un architecte parce qu'on a eu un coup de cœur pour ses réalisations certainement, mais aussi pour ses valeurs, pour, les échanges. Il y a un feeling? Quand on travaille avec un architecte, il y a un feeling. Généralement, comme c'est des projets qui durent quand même des mois, voire des années, il vaut mieux que ça se passe bien avec son architecte. Donc je suis pas sûre que ça soit très concurrentiel parce D'accord. que c'est comme quand, on choisit une personne pour nous accompagner, les prestations de conseil et cetera. On a un feeling avec quelqu'un et ça, j'ai envie de dire, ça se contrôle pas, ça se maîtrise pas. Donc non, oui, effectivement, je me suis jamais posé la question. Je pense qu'on se démarque en fait simplement par, nos valeurs et notre état d'esprit. Alors effectivement, il y a les réalisations. On a probablement peut-être un style, différent de nos confrères et de nos consoeurs.
mais ça se fait assez naturellement. En fait, on n'a pas besoin. C'est souvent qu'on se retrouve euh, en compétition, entre guillemets, avec plusieurs architectes au démarrage d'un projet, Bien ne sûr. serait-ce que pour quelle d'offre, même dans le privé. Et en fait, nous, ça nous est déjà arrivé de faire des visites de sites en même temps, avec d'autres architectes d'ailleurs, en plus qu'on connaissait. Et en fait, il n'y a pas cet esprit de compétition, c'est simplement chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis le client, il le sent avec l'un ou l'autre. Et j'ai envie pas c'est comme Très ça. bien, très bien. Il y a des gens qu'on apprécie une question, hein. Voilà. Très bien, c'est intéressant d'avoir cet écho, votre point de vue sur ce domaine. Notre question traditionnelle dans les voies du terrain, Margot, quel conseil donneriez-vous à un jeune architecte, pardon, qui souhaiterait se lancer aujourd'hui? Voilà, qui finit juste l'école ou qui est dans sa dernière année. Le conseil que je donnerais, c'est avant de se lancer à chercher des agences ou à vouloir se monter, c'est une petite introspection de soi-même pour savoir vraiment les fondements de notre envie de pratique. Parce qu'en fait, justement, il n'y a pas un architecte, il n'y a pas une manière de pratiquer l'architecture, mais il y en a vraiment des centaines, voire des millions. Et en fait, selon ses appétences, ce qu'on aime faire dans la vie, ses loisirs, d'où on vient, la région d'où on vient, les voyages qu'on a faits, ça nous donne une caractéristique, qui est différente des autres. Et des fois, on ne se rend pas compte et je pense que c'est important de se connaître très bien soi-même pour savoir, justement quelle est la petite particularité qu'on va donner, à nos projets et à nos clients. Donc c'est savoir qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous prend aux tripes et ensuite quand on a trouvé ça, de justement, step by step, aller dans la voie qu'on a choisie. Mais voilà, vraiment se poser cette question-là parce que c'est ce qui va ensuite, nous donner envie de nous lever tous les matins, donc c'est quand même, super important. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Margot, est-ce que vous avez une petite anecdote ou un message ou alors un dernier mot que vous aimeriez partager avec notre public? Ce que j'aimerais partager, c'est, effectivement, encore une fois, ma passion pour ce métier, donc de dire que faut toujours croire, en ses rêves, il faut toujours, se dire qu'il y a jamais de chemin tout tracé. Moi, j'ai repris une formation alors que je venais d'avoir un bébé, j'étais même enceinte quand, j'ai postulé, donc il faut jamais abandonner, se dire que quand on veut quelque chose, on arrive toujours par y arriver et si c'est pas un chemin, ça peut être celui d'à côté. Et voilà, se battre et rester dans ses valeurs et en fait quand on est aligné avec ce qu'on croit, ça finit toujours par marcher. Super, un message plein d'inspiration et de motivation. Merci beaucoup. Margot, j'ai beaucoup apprécié, je vous donne mon feedback directement. Margot, j'ai beaucoup apprécié la dimension humaine. Ouais, Ça c'est se gentil. ressent, les valeurs dont vous avez parlé, justement la convivialité, ces principes, l'humain au centre. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Donc, je pense que les auditeurs, les spectateurs le verront aussi. Donc, merci pour ça, pour ce bon moment vendredi matin. Merci beaucoup, Séverine, c'est gentil. Merci. Ça fait plaisir. Un bon week-end. Un Merci. bon week-end. Merci aussi. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Ah, Merci d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Chez Alpia, on continue de donner la parole aux professionnels du bâtiment pour valoriser leur expertise, leurs défis et leurs réussites. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite sur le podcast Alpia.